Aéroport d'Auxerre. Nous sommes en plein mois de juillet lorsqu'un avion de ligne envoie un SOS à la tour de contrôle. 445 sur 21.5. Imputation au contrôle dans mon secteur. Demande d'atterrissage d'urgence sur Auxerre. La tour de contrôle de l'aéroport d'Auxerre reçoit un message de détresse du vol TH445 en provenance d'Ajaccio. Le commandant de bord demande l'autorisation de se poser immédiatement. Des événements à bord laissent craindre le pire. Il faut absolument isoler l'appareil sur la piste d'atterrissage. L'équipage et les passagers de ce vol sont en train de vivre un véritable cauchemar. À bord de cet avion, le danger ne touche pas seulement les passagers, mais il peut avoir des conséquences dévastatrices pour beaucoup plus de monde. Depuis le début de ma carrière, j'ai été confrontée à des agressions et des dérapages. Mais là, c'est ingérable. Les gens étaient terrorisés. Une menace qui laisse présager d'un terrible sort. Tout le monde pensait que sa dernière heure était arrivée. C'était l'horreur. On sait à ce moment-là que le risque ne peut pas être totalement évalué. Encore aujourd'hui, si ça se reproduit, personne n'est prêt pour affronter ça. Retour sur une affaire jusqu'ici classée secrète par le ministère de la Défense. Une affaire riche en rebondissements qui a été confiée à l'élite de la gendarmerie nationale, la section 13. Nous sommes le 3 juillet 2003. Il est 13h44. Le vol TH445 en provenance d'Ajaccio, avec à son bord 127 passagers ainsi que 7 membres d'équipage, lance un appel de détresse enregistré par la tour de contrôle. 25 minutes après avoir décollé, le commandant de bord, Pedro Manuel, a indiqué à la radio qu'une rébellion suivie d'une bagarre qui pourrait s'apparenter à une attaque terroriste a eu lieu en classe affaires. Il a verrouillé sa porte. Et 4 hôtesses et le copilote, restés à l'arrière de l'appareil, ne répondent plus à ses appels. Mayday, IR 445 sur 21.5. Habitation au contrôle dans mon secteur. Demande d'atterrissage d'urgence, je répète. Demande d'atterrissage d'urgence sur Auxerre. Avec assistance. Les terroristes, au comportement irrationnel, semblent mettre en danger les passagers du vol TH445. Les opérateurs de la tour de contrôle ont tout de suite donné l'alerte. Le ministère de la Défense mandate le général Carnot de la section 13 pour diriger les opérations sur l'aéroport d'Auxerre. L'appareil est maintenant posé sur la piste depuis bientôt 5 minutes. Les secours sont sur place, prêts à intervenir. Vu l'ampleur de l'affaire, le général Carnot s'est immédiatement rendu sur place avec les membres de la section d'élite de la gendarmerie française, la section 13. Nous sommes arrivés environ 30 minutes après que l'avion se soit posé sur le tarmac d'Auxerre. Il nous fallait faire vite, car la situation semblait s'aggraver. Que se passe-t-il à l'intérieur de cet avion ? Des terroristes sont-ils en train de s'en prendre à l'équipage et aux passagers? Le vol TH445 en provenance d'Ajaccio garde pour le moment son mystère. Je me dirige avec les équipes de télévision vers l'aéroport d'Auxerre. Je suis parti de Paris avec mon caméraman et on suit tout ce qui se passe à la radio. Michel Rosemary fait partie des quelques journalistes qui ont pu couvrir la totalité de l'affaire. Habitué des enquêtes particulièrement complexes, il va vite comprendre que ce qui s'est passé dans cet avion dépasse l'entendement. On a pu entendre sur les ondes l'interview du contrôleur, celui qui a reçu l'appel de détresse de l'avion. Il a indiqué que ce dernier lui avait dit que certains terroristes avaient une attitude totalement incohérente et surtout extrêmement violente et qu'ils s'en prenaient sauvagement aux passagers. Quand j'ai appris la teneur des événements, j'ai demandé immédiatement l'intervention du GIGN. On allait devoir faire face à des terroristes plutôt particuliers, d'après les premières informations. Et je peux vous dire que dans ce cas de figure, je fais appel à des pointures.
Le capitaine Brunel de la section 13 va superviser de très près les manœuvres sur le terrain et prend en charge les opérations conduites par les gendarmes du GIGN qui l'attendent à l'aéroport d'Auxerre. J'avais jamais vécu une situation pareille, c'était inimaginable. Un véritable état de guerre. Dans le même temps, le commandant Lournec, spécialiste en psychologie et parapsychologie, organise une cellule de crise d'aide aux victimes avec les premiers secours. Nous ne savions pas du tout comment les choses allaient évoluer. On avait un avion cloué au sol avec potentiellement 127 passagers en danger. Certains étaient déjà blessés, peut-être même morts. Ce qui est sûr, c'est que nous allions récupérer des personnes en état de choc. Un important dispositif se met en place sur le tarmac de l'aéroport d'Auxerre. Parmi les membres de la section 13 mobilisés sur l'affaire, il y a le lieutenant Etchebari, à la tête de la cellule scientifique depuis 5 ans. Il arrive également dans l'heure qui suit le début de l'affaire. Un avion était immobilisé au milieu de la piste et nous savions qu'il allait falloir débloquer la situation au plus vite, avec comme priorité de sauver la vie des passagers. La première chose qu'il nous fallait obtenir en arrivant, c'était un maximum d'informations concernant les événements qui se déroulaient dans cet avion. Les enquêteurs de la section 13 n'ont que très peu d'éléments concernant la nature exacte des événements. D'après le message SOS du commandant de bord, des terroristes fous furieux s'en sont pris aux membres de l'équipage ainsi qu'aux passagers. Mais personne ne sait à cet instant précis ni qui ils sont, ni quelles sont leurs revendications. Avant d'envisager une intervention, il fallait avoir le plus d'éléments possible concernant le nombre exact de terroristes présents à bord et pouvoir les identifier. Il est primordial dans cette situation de pouvoir établir un contact avec les terroristes et éventuellement rentrer en communication pour tenter de négocier. On espère tous que les négociations vont être possibles, parce que face à une prise d'otage, il faut d'abord trouver un terrain d'entente avec les ravisseurs, avec un objectif primordial, c'est de sauver les civils. Le maréchal des logis de l'Orme accompagne alors le capitaine Brunel pour préparer un plan d'assaut au cas où les négociations échoueraient. L'avion est arrêté au milieu de la piste. Les secours sont prêts à intervenir. Aucune porte n'a encore été ouverte. Les escaliers automoteurs ne sont pour l'instant pas autorisés à accéder à l'appareil. Épluchant la liste des 127 passagers, on découvre qu'il y a tout de même 22 enfants. Donc là, on est sur une opération particulièrement risquée. Un assaut, c'est compliqué à gérer. Mais dans cette situation, c'est encore plus délicat. La marge de manœuvre est quasi nulle et c'est extrêmement risqué pour les civils qui peuvent se retrouver au milieu des tirs. 30 minutes après l'atterrissage du vol TH445, une liaison radio va permettre d'en savoir davantage sur ce qui se passe dans cet avion. Le commandant, enfermé dans l'appareil, dialogue par radio avec les services de gendarmerie. Le général Carnot, chef des opérations au sein de la section 13, entre en communication depuis le véhicule d'état-major avec le commandant de bord, Pedro Manuel, à 14h45. Le service vidéo de la section 13 a capté la scène. Combien sont-ils? C'est difficile à dire. Je dirais entre 6 et 8. La deuxième classe, ça a l'air plus calme, il y a 2 pics. Alors, c'est des pics. Ce sont des terroristes aussi, je crois. Il y a 2 terroristes qui semblent menacer tout le monde. Par contre, j'ai plus aucune nouvelle de l'équipage. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais essayer de les recontacter. Ah, merde! Que se passe-t-il? Répondez, que se passe-t-il? J'entends des bruits sourds qui proviennent de derrière la porte du cockpit. Et sur le moment, je dois vous avouer que c'est assez inquiétant. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Répondez-moi, commandant! Delorme, les snipers, ils ont un visuel ou pas? C'est pas vrai ça, c'est lui qui tire.
C'est vraiment une situation cauchemardesque et toutes les chaînes de télévision sont sur place. J'ai vraiment l'impression que c'est en train de très mal tourner dans cet avion. À ce moment-là, nous n'avons évidemment pas accès à la communication entre le général Carnot et le commandant de bord, mais on a entendu plusieurs coups de feu. Et ensuite, on a assisté à cette scène surréaliste. La communication radio devenue impossible indique que le commandant de bord est probablement agressé par un des terroristes. Le pilote semble avoir utilisé un revolver pour se défendre. Mais quelques secondes plus tard, la porte avant s'ouvre et un premier incident mortel va se produire. Les caméras de télévision présentes sur place étaient braquées sur l'avion. Cette porte s'ouvre et on ne voit rien dans un premier temps. Puis mon caméraman me dit alors qu'il distingue au zoom 2 hommes en train de s'empoigner. Sur ces images tournées au moment des faits, on voit subitement apparaître 2 silhouettes. L'une d'elles tombe dans l'encadrement de la porte, la tête dans le vide. Il semble s'agir du commandant Pedro Manuel. Il est malmené par ce qui semble être un terroriste présent dans l'appareil. Soudain, probablement à bout de force, ne trouvant aucune autre solution, il préfère se jeter dans le vide, entraînant dans sa chute son agresseur. Il chute de 6 mètres de haut. Le commandant semble assommé sous le choc contre le tarmac. Puis le terroriste, lui, il se relève et commence à le frapper avec acharnement. Un groupe de la gendarmerie se précipite sur eux. Toutes les équipes en alerte sur les lieux comprennent alors que l'on est face à un individu particulièrement dangereux. L'homme qui a attaqué le commandant de bord, malgré la chute, s'est redressé et s'est acharné sur lui. Un sniper du GIGN posté dans un hélicoptère tire sur le terroriste et le touche à l'épaule. L'homme est immédiatement emmené vers les tentes de premiers secours. Et lors de son transfert, qui n'a duré que quelques minutes, l'individu présente des troubles extrêmement inquiétants. Il était comme fou au moment de le charger dans l'ambulance. Il a même essayé de frapper un infirmier au visage. C'était comme une bête enragée. Personne ne comprend réellement ce qui se passe. On voit les secours s'affairer et on se demande alors ce qu'il en est de l'état du commandant de bord. On le voit allongé au sol et cela fait au moins 2 bonnes minutes qu'il ne bouge plus. Et les médecins qui l'entourent semblent ne plus agir. Là, j'ai fait en sorte que l'équipe d'infirmiers apporte au commandant de bord les premiers soins. Là, il était décédé. Ce coup à la tête qu'il lui a pris lui a été fatal. Pedro Manuel est la première victime de ce qui ressemble à une prise d'otage. Qui sont ces hommes encore présents dans l'appareil et surtout, qui est ce terroriste tombé aux mains des enquêteurs? Cet homme qui vient de tuer le commandant de bord ne semble pas en possession de tous ses moyens. Et je comprends vite que c'est très inquiétant. J'ai essayé de lui poser des questions, mais le gars divaguait complètement. Il était incapable de prononcer un mot. Les yeux à moitié révulsés, l'homme est comme fou. Il paraît extrêmement fiévreux et contrôle difficilement son corps et son système nerveux. Il est agressif. Les secours ont du mal à le maîtriser. Les membres de la section 13 ont face à eux un malade réellement dangereux. On ne savait pas du tout à quoi nous avions affaire. Cet homme était dans un état physique indescriptible. Il est comme fou. Un liquide mousseux et blanchâtre s'écoule de sa bouche, ses yeux sont à moitié révulsés, et surtout ce manque de coordination dans ses mouvements nous inquiète au plus haut point. Il ne comprenait pas ce qu'il avait, et en plus nos hommes étaient en contact avec lui. Très vite, par précaution, des prélèvements et des prises de sang sont effectués sur ce dangereux individu atteint d'un mal inconnu et inquiétant. Tous les membres des forces de gendarmerie qui ont été en contact avec lui sont mis en quarantaine pour observation. Quant aux 126 autres passagers encore prisonniers de l'avion, l'opération de sauvetage qui doit être lancée est plus que délicate. C'est certain qu'avec les premiers éléments communiqués par le commandant de bord, on était quasi sûr d'avoir affaire à une attaque terroriste avec prise d'otage. Comme toujours dans ces cas-là, nos équipes étudient minutieusement la liste de tous les passagers montés à bord de l'avion. Nous examinons tous nos fichiers classés terrorisme, afin de contrôler si un nom peut être apparenté à un suspect éventuel. Mais on se rend compte très vite que nous n'avons personne à l'intérieur de cet avion qui présente un profil de suspect. Là, les enquêteurs se heurtent au silence de ceux qui détiennent les passagers et l'équipage de cet avion. Nous étions tous en attente d'éventuels contacts avec ces terroristes, mais apparemment, ils n'avaient rien à revendiquer, malgré les appels répétés de la section 13. Donc à ce moment-là, on n'a plus aucune liaison radio, et on ne sait pas quelle est la situation à l'intérieur de la carlingue.
Le maréchal des logis Delorme dirige alors le peloton du GIGN. Avec le capitaine Brunel, ils mettent au point le dispositif d'assaut visant à neutraliser les différents terroristes présents à bord de l'appareil. Mais ils se retrouvent confrontés à une problématique inhabituelle. En général, dans ce cas de figure, on trouve sur la liste d'embarquement une piste qui permet de cibler les terroristes. Mais là, il n'y avait aucun suspect à bord. Toutes les personnes étaient identifiées comme étant des vacanciers. Et malgré une enquête approfondie menée avec les services d'Interpol, on n'avait rien de sérieux. On avait un doute à propos de ces terroristes en question. On sentait bien que des négociations allaient difficilement pouvoir se mettre en place. D'autant plus que ce qui nous interpelle dans cette affaire, c'est le silence du commando. En général, les terroristes ont des revendications, des exigences. Mais là, il n'y avait aucune communication possible. Qui sont ces hommes qui s'en sont pris aux passagers et à tout l'équipage du vol TH445 ? Pourquoi les enquêteurs n'arrivent-ils pas à les identifier parmi la liste des passagers? S'agit-il réellement de terroristes? Alors que tous les services de gendarmerie et de police tentent d'approfondir leurs recherches pour identifier ces individus, l'homme arrêté sur le tarmac de l'aéroport fait l'objet de toutes les attentions. Etchebarri s'est penché immédiatement avec tout le staff médical sur le cas de ce terroriste qui s'en est pris sauvagement au commandant de bord. Sous une tente de premier secours dressée sur l'aéroport d'Auxerre, le lieutenant Etchebarri, responsable de la cellule scientifique de la section 13, avec l'assistance de l'équipe médicale, forme l'hypothèse qu'un virus pourrait avoir atteint l'individu. On n'a pas eu le temps d'effectuer des analyses précises, mais les premiers symptômes sont extrêmement inquiétants. Des recherches approfondies sont immédiatement diligentées, mais on est quasiment certain que cet individu est rongé par quelque chose de fort à l'intérieur de son corps. Cette nouvelle pose de nombreuses questions quant à la nature du drame qui est en train de se jouer. Si un virus non encore déterminé a touché de nombreux passagers, la situation est particulièrement grave. Si cet homme est atteint d'un virus dangereux, alors il est tout à fait probable que d'autres personnes soient également atteintes à bord de l'avion. L'adjudant Pierre Treskin travaille depuis 5 ans aux côtés du lieutenant Etchebarri. Pour lui, l'affaire prend vite une toute nouvelle tournure. Car si un virus a pu contaminer l'individu qu'ils ont entre les mains, il se pourrait que ce mal soit à l'origine de son comportement. Les symptômes que présente cet homme sont complexes. Forte fièvre, nervosité et stress intense, perte totale du contrôle de son corps, sensation de soif intense, mais vomissement extrême dès qu'il ingère de l'eau. Et en plus, son état se dégrade d'heure en heure. Il semble que son cerveau soit atteint. Et l'individu infecté présente des troubles du comportement et de l'agressivité dus à l'atteinte du système limbique. Et notre patient semblait atteint d'un mal mystérieux qui le mettait dans un état épouvantable. Les enquêteurs de la section 13 vont alors comprendre que cet homme hautement agressif et porteur d'un virus jusqu'ici inconnu n'est pas forcément le terroriste que tout le monde imagine. L'homme qui a attaqué le commandant de bord a été identifié. Il s'appelle Mariusz Ledzinski. Il est bien sur la liste des passagers et il revient d'un séjour en club de vacances en Corse avec sa femme. Cet individu, il n'a pas de casier, il n'est pas fiché et il ne semble appartenir à aucun mouvement terroriste. Le vacancier longue date qui rentre avec sa famille d'un séjour en Corse. L'état de santé de Mariusz Ledzinski s'est considérablement aggravé. Il est entré dans le coma profond. Le virus a déjà totalement altéré son organisme. Son pronostic vital est engagé. Enfin, en clair, je comprends très vite qu'on l'a pris en charge trop tard et qu'il est condamné. Le lieutenant Etchebarri est à ce moment-là persuadé qu'ils n'ont pas affaire à une attaque terroriste. Avec l'adjudant Pierre Treskin, il est l'un des premiers à envisager une toute autre hypothèse quant à l'origine du drame. À ce moment-là, on se dit qu'on est sur un cas bien spécial et que ce qui se passe à bord de cet avion n'est probablement pas un acte terroriste. Enfin, disons, tel qu'on l'entend habituellement. La question que tout le monde se pose, c'est quel est ce virus et d'où vient-il? Il allait falloir identifier tous les passagers et surtout leur provenance. Là, une course contre la montre est engagée. Nous n'avons pas droit à l'erreur ni au moindre doute. Il faut réagir très vite. Il est maintenant 15h45. La porte de l'avion est restée ouverte et aucun passager ne s'est manifesté. S'agit-il réellement d'une attaque terroriste? Ce virus dangereux rendant particulièrement agressif toute personne qui en serait atteinte, pourrait-il être la cause de cette situation? L'organisation des secours s'est déroulée en un temps record. Nous devions au plus vite nous apprêter à prendre en charge tous les passagers et surtout en évitant tout contact avec l'extérieur, comme le personnel de l'aéroport. Nous avons mis en place un hôpital de campagne avec tout ce que cela comporte.
Les tentes de secours d'urgence ainsi que 130 lits sont acheminés sur l'aéroport d'Auxerre. De nombreux véhicules de secours, des infirmiers ainsi que des virologues spécialistes en maladies contagieuses arrivent sur place. Un plan d'alerte maximale est mis en place par les membres de la section 13. Le général Carnot était en liaison constante avec le ministère de l'Intérieur et avant 16 heures, tout était prêt pour l'assaut. Nous avions tous en tête la sécurité des passagers. L'objectif, c'était d'atteindre la porte avant de l'appareil à l'aide d'un camion escalator afin d'avoir un premier visuel sur l'intérieur de l'avion. Voici 1h30 que le vol TH445 en provenance d'Ajaccio, comptant à son bord 127 passagers, 4 hôtesses et le copilote, est cloué sur le tarmac de l'aéroport d'Auxerre. Après le décès du commandant de bord, Pedro Manuel, attaqué par le passager Mariusz Ledinski, la situation est toujours bloquée. Les tentatives de communication par radio ne donnent rien. Il reste 126 passagers à bord. La porte avant est restée ouverte. Les membres du GIGN vont pouvoir intervenir. Toutes les chaînes de télévision étaient suspendues aux événements qui se déroulaient en direct sur le tarmac. Les organes de presse étaient tous réunis devant cette situation absolument démente. Et là, on a vu les hommes du GIGN commencer leur approche de l'avion. Après 4 heures de négociation, l'assaut est donné. Il va durer 20 minutes. Les forces du GIGN ont pris d'assaut l'appareil vers 17h15. Alors que les caméras de télévision sont braquées sur l'assaut du GIGN en cours, un incroyable rebondissement va faire stopper l'opération. Tout d'un coup, on voit une personne faire des grands signes depuis la porte ouverte. Et là, évidemment, on stoppe tout de suite l'opération. Un véhicule de la section 13 s'approche alors de l'avion. Cette femme qui fait de grands signes à la porte s'appelle Natacha Balerme. Elle semble indiquer par des gestes que la situation s'est apaisée. Devant ce retournement de situation et sous la protection du GIGN, les secours s'approchent de l'avion. Natacha Balerme, hôtesse de l'air à l'époque des faits, se souvient de cette incroyable journée qu'elle n'oubliera jamais. J'ai crié aux gendarmes qui s'approchaient de l'avion que la situation s'était calmée. Et que certains passagers avaient maîtrisé les agresseurs. Cette hôtesse a alors une brève conversation avec le capitaine Brunel, arrivé à bord d'un véhicule au pied de l'avion. Il m'a demandé de reculer, de me positionner sur la droite du couloir. La situation semblait s'améliorer et j'ai tout de suite fait signe à l'escadron de s'introduire dans l'avion. Les personnes qui faisaient régner la terreur à bord de l'avion ont été mises hors d'état de nuire par les passagers eux-mêmes. Les enquêteurs de la section 13, alors équipés de combinaisons spéciales de haute protection, investissent l'avion à 16h15. Ce qu'ils découvrent alors est une situation dramatique. Là, on a découvert des gens dans un état de panique. C'était inimaginable. À l'intérieur de l'avion, les passagers sont tous en état de choc. Certains sont blessés et quelques personnes présentent les mêmes symptômes que Ledinski. Nous avons pu nous procurer les images tournées par le service vidéo de la section 13. La plupart des personnes à l'image sont décédées suite à ces événements tragiques. Et pour préserver leur famille, nous avons choisi de cacher leur visage. Il y a des blessés partout. Et lorsque je découvre l'ampleur des dégâts, je me dis qu'il va falloir très vite trouver l'identité de ce virus. Ledinski n'est pas le seul passager à présenter ces symptômes. Si Mariusz Ledinski, l'homme qui a tué le commandant de bord, est atteint, ainsi que certains passagers, il semblerait qu'ils aient tous agressé plusieurs victimes. Et donc, pendant ces altercations, des contacts par salive ont pu se produire. L'apparition d'une hôtesse de l'air du vol TH445 à la porte avant de l'avion a permis d'éviter une intervention armée. Les secours sont maintenant sur place afin de prodiguer les premiers soins aux différents blessés trouvés dans l'avion. Sur les 133 personnes qui étaient présentes à bord de l'appareil, 17 sont blessés. Ce sont des passagers, dont 2 dans un état critique, proche de celui de Ledinski. Il est à déplorer 3 morts. Le commandant de bord Pedro Manuel, son copilote Aram Géraud et un passager. À 16h30, l'équipe des médecins légistes emmène les corps au centre médico-légal afin de procéder aux autopsies. Les secours s'affairent auprès des rescapés, ils sont tout de suite placés en quarantaine et une cellule psychologique vient compléter le dispositif. Dirigé par le lieutenant Etchebarri, responsable de la cellule scientifique au sein de la section 13, l'équipe des médecins légistes va permettre d'identifier la cause de la mort des différentes victimes. C'est vraiment une course contre la montre. Il y avait 3 autopsies à pratiquer, mais surtout les analyses que nous devions effectuer de toute urgence allaient être déterminantes pour cibler l'entité exacte du virus. Nos équipes travaillent en étroite collaboration avec les laboratoires de recherche.
et nous allions être confrontés à des résultats extrêmement inquiétants. Le rapport d'autopsie adressé au lieutenant Etchebarri, responsable scientifique au sein de la section 13, apporte les informations suivantes. Pedro Manuel, le commandant de bord, est décédé d'une fracture du rachis cervical lors de sa chute. Le copilote Aram Géraud a eu les vertèbres cervicales fracturées par un des agresseurs. Quant au passager, il était porteur du virus. Comme Mariusz Ledinski, il a succombé d'un arrêt respiratoire et cardiaque. Que s'est-il passé à bord du vol TH445 en provenance d'Ajaccio? Qu'est-ce qui a poussé ces voyageurs à agresser ainsi les autres passagers du vol? Les enquêteurs vont devoir répondre très vite à toutes ces questions, et alors qu'un plan d'alerte maximale est mis en place, les premiers témoins présents dans l'avion se confient aux membres de la section 13. Cette hôtesse, Natacha Balerme, présente à bord du vol, se souvient encore du sang-froid dont elle a fait preuve pour parvenir à mettre hors d'état de nuire un des agresseurs. Au moment de l'embarquement, j'ai trouvé que certaines personnes étaient nerveuses, mais particulièrement le passager Ledinski, j'ai trouvé qu'il était très agressif avec sa femme. Il y a des images qui reviennent de façon incontrôlée, comme ça, à mon esprit, et qui sont tout à fait terrifiantes et traumatisantes. Richard Lazamet fait alors partie des passagers de ce vol. Avec sa femme et ses enfants, il revient de Corse, où il vient de passer une semaine de vacances. Il a accepté de revenir avec nous sur ce terrible drame et se rappelle en détail du comportement très étrange du passager Mariusz Ledinski. Ce mec s'est assis dans la rangée juste devant moi et il gueulait des trucs incompréhensibles. Et puis il insistait pour aller aux toilettes alors qu'elles étaient inaccessibles. Je lui ai dit de se calmer et un autre passager s'est levé en lui demandant s'il avait un problème. Et le gars s'est mis à tousser, à ne plus pouvoir respirer et après il s'est rassis. Au bout de 10 minutes de vol, il a recommencé son cirque. Il s'est levé, il est allé s'enfermer aux toilettes. Après un quart d'heure, il n'était toujours pas sorti. Tout le monde se demandait un petit peu parce qu'on l'entendait hurler à travers la cloison des toilettes. Là, j'ai prévenu le commandant de bord qu'il y avait un passager qui avait un grave malaise dans les toilettes. Et c'est Aram, le copilote, qui est venu me voir. Je me souviens que le copilote est venu tambouriner à la porte des toilettes en le priant d'ouvrir sur le champ. Monsieur Ledinski est sorti brusquement des toilettes, il a frappé le copilote, il a plaqué au sol, il l'a tabassé. Et là, c'était la panique dans l'avion. Le sœur est complètement hystérique. Il ne semble pas se contrôler. Après avoir tué le copilote, il se tape violemment la tête dans une cloison de l'appareil. Là, j'ai une collègue qui est arrivée avec une bombe lacrymogène. Elle a aspergé Monsieur Ledinski et il s'est écroulé au sol de douleur. D'autres passagers se sont levés, ils ont essayé de maîtriser Ledinski, sauf qu'il y avait deux types qui étaient assis à l'arrière de l'appareil qui ont commencé à se tabasser l'un l'autre. C'était un vrai cauchemar. Il y a des passagers qui ont commencé à se bagarrer dans le fond de l'avion et les autres, excédés par leur comportement, en sont venus aux mains. La situation a totalement dégénéré. Avec quelques passagers, on essayait de protéger nos enfants, qui étaient littéralement terrifiés par ce qu'ils voyaient. Et c'est à ce moment-là que les bagarres se sont amplifiées à l'arrière de l'appareil. Et là, j'ai entendu ma collègue crier, je me suis précipitée. J'ai vu une femme blessée, un homme couvert de sang qui s'est relevé. Il a frappé ma collègue, il titubait, il vomissait, comme s'il était sous l'emprise d'une drogue. Et là, je me suis précipitée sur le téléphone pour appeler le commandant de bord. Et puis l'avion a commencé brutalement sa descente. Du coup, les agresseurs qui étaient debout ont été obligés de se cramponner, tellement ça descendait vite. Et puis on s'est posé, et là, les bagarres ont recommencé à nouveau. Et je me rappelle qu'avec quelques passagers, on a réussi à saisir des chariots repas pour se protéger à l'arrière de l'appareil. Là, ils étaient 9 au total à s'en prendre à tout le monde. Ils se sont dirigés vers la cabine de pilotage, et là, Ledinski a réussi à casser la porte du cockpit. Le commandant de bord a essayé de tenir en respect les agresseurs avec un revolver. Il a tiré 3 fois, mais Ledinski s'est jeté sur lui. Le commandant de bord a alors réussi à ouvrir la porte de l'avion. C'est comme ça dans la bagarre qu'ils sont tombés de 6 mètres de haut sur le tarmac. Parmi les personnes présentes dans l'avion ce jour-là,
Certaines diront dans leur déposition avoir vu un père frapper son propre fils. 2 hommes ont tenté de s'interposer, mais l'individu les a violemment repoussés. D'autres expliqueront que certains des passagers atteints de ce mal ont essayé avec des morceaux du chariot repas de briser les vitres de l'avion alors qu'ils étaient en vol. De violentes bagarres ont éclaté et de nombreuses personnes ont été en contact avec ces individus dangereux porteurs du virus. Les enquêteurs de la section 13 ont du mal à comprendre quel est ce virus. Mais son identité va être révélée à la fin de la première journée. Les résultats du labo nous parviennent, on a du mal à y croire. Le virus en question serait une association chimique de plusieurs composants, dont celui du virus de la rage. Nous étions face à une forme dérivée du virus de la rage qui avait contaminé ces passagers. Et les examens et analyses effectués sur les agresseurs l'ont bien révélé. Mariusz Ledensky était décédé dans le courant de l'après-midi. Et les résultats de son autopsie apportaient les mêmes similitudes que les autres porteurs du virus. Mais nous n'étions pas au bout de nos peines. Nous étions face à un problème d'ampleur internationale. Il nous fallait comprendre très vite comment ce virus avait contaminé ces personnes et d'où il venait. Tous les passagers de ce vol venaient de Corse et j'ai tout de suite ordonné la mise en place d'une cellule de crise à l'aéroport d'Ajaccio. Si ces personnes gravement atteintes d'un virus proche de la rage avaient pu être en contact avec du personnel d'aéroport, des personnes prenant un autre vol, on pouvait se retrouver très vite confronté à un risque de pandémie sévère. On se devait de recenser les personnes autres que les passagers du vol d'Ajaccio qui avaient été en contact avec ces passagers. Et la liste pouvait être longue. Quel est ce virus inconnu dérivé de la rage qui a infecté des personnes venant de Corse? Combien d'entre elles, dans cet avion, étaient contaminées avant le départ du vol? Les enquêteurs de la section 13 sont très inquiets. Il faut faire vite. Ce virus fait peut-être des dégâts en Corse et même ailleurs. C'était une véritable situation de crise. Les ministères à la fois de l'Intérieur et des Affaires étrangères décident de lancer un communiqué à toutes les instances internationales faisant état d'une possible vague épidémiologique. L'Organisation mondiale de la santé est alertée et suit de près l'évolution de l'enquête. Les enquêteurs n'ont pas une seconde à perdre. Et nous, les journalistes, nous sommes priés de ne pas faire transpirer l'information. Et d'ailleurs, à l'époque, aucun article de presse n'a été publié et aucun reportage télévision n'a été diffusé. Depuis le début de cette terrible affaire, les enquêteurs de la section 13 doivent impérativement régler le problème très présent de la contamination de toutes les personnes ayant eu un contact avec les passagers du vol TH445 en provenance d'Ajaccio. Nos équipes ont pu identifier de manière certaine les 9 passagers atteints du virus au moment de l'embarquement. Et toutes ces personnes avaient embarqué à Ajaccio et étaient arrivées ensemble dans un même bus pour touristes. Je me souviens que des témoins qui travaillaient à l'aéroport d'Ajaccio nous ont spécifié que certains étaient déjà particulièrement agressifs avant la phase d'embarquement. Il fallait donc remonter aux sources le plus vite possible et mettre en quarantaine toutes ces personnes qui auraient pu être en contact avec ces individus dangereusement infectés. Les gendarmes d'Ajaccio sont en alerte rouge. Toutes les personnes qui ont été en contact avec ces touristes doivent d'urgence être identifiées et mises en observation. Du chauffeur de bus qui a emmené ses voyageurs jusqu'aux hôtesses d'accueil, en passant par les agents de sécurité et de douane, toutes ces personnes sont identifiées et mises sous contrôle médical. L'avion a décollé il y a 5 heures d'Ajaccio, et dans ce cas d'alerte maximale, c'est le temps qui joue contre les hommes. Une épidémie peut s'aggraver d'heure en heure, et si d'autres personnes sont infectées sur la Corse, il faut les identifier au plus vite. Après recherche, on découvre que les 9 passagers contaminés viennent du même club de vacances, un club situé sur la côte est de l'île. Et le centre de vacances en question a apparemment signalé dans la même journée que de violentes agressions avaient eu lieu. La gendarmerie d'Ajaccio m'explique qu'une patrouille est partie 1 heure plus tôt sur le site du centre de vacances car une violente bagarre a éclaté. Tout de suite, je fais transférer mon équipe de l'aéroport d'Auxerre vers ce centre de vacances. Le soir même, les enquêteurs arrivent en Corse par hélicoptère. Ils apprennent en arrivant sur place que la patrouille de gendarmerie, appelée par plusieurs touristes du centre de vacances, a fait une demande de renfort d'urgence car une fusillade a éclaté. La section 13 rejoint les forces de l'ordre déjà sur place. À leur grande surprise, les gendarmes sont en embuscade à l'entrée du centre. Plusieurs hommes armés à l'intérieur de l'hôtel leur tirent dessus. 5 des membres du service de sécurité du centre auraient, comme pour ainsi dire, pété les plombs. Ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Lorsque les membres de la section 13 se rendent sur place à l'entrée du centre de vacances,
Les gendarmes, appelés 2 heures plus tôt en renfort, sont barricadés derrière leur véhicule. L'accès au centre est compliqué car la situation est bloquée. Plusieurs forcenés, qui pourraient être au nombre de 5, tous armés, sont toujours embusqués à l'intérieur du domaine. À cet instant, je reçois l'information que toutes les personnes qui étaient porteuses du virus à bord du vol TR-445 viennent de ce centre de vacances. Et aucune autre n'a quitté le centre depuis. Avec un peu de chance, on se dit que la propagation de ce virus, s'il vient bien de ce centre de vacances ou de ses environs, va peut-être pouvoir être contenu par les services de virologie. Seulement 7 heures après l'atterrissage d'urgence de l'avion qui transportait des personnes atteintes d'un virus proche de la rage, les enquêteurs de la section 13 sont de nouveau confrontés à des cas similaires de personnes contaminées dans le camp de vacances où, semble-t-il, les événements ont commencé. L'enquête prend alors une tournure particulièrement tendue et l'affaire tourne à l'opération Commando. Visiblement, des personnes armées sont à l'intérieur du centre et on ne sait pas pourquoi elles tirent sur tout ce qui bouge. Nous, les journalistes, on est mis en retrait, mais malgré tout, on a une idée de la gravité de la situation, car les coups de feu échangés ont été extrêmement nombreux ce soir-là. Il fallait impérativement que toutes les personnes qui étaient encore vivantes dans ce centre soient prises en charge, car ce virus, qui s'apparente à la rage, doit être maîtrisé avant les premiers symptômes, sinon on risque un décès dans les 5 jours qui suivent. Nous donnons ordre à toutes les brigades de gendarmerie disponibles de venir renforcer le dispositif mis en place à l'entrée du club de vacances. Un peloton du GIGN est arrivé sur place et en l'espace de 10 minutes, un assaut a été lancé pour neutraliser les tireurs embusqués. Toutes les forces de gendarmerie encerclent les lieux. Il faut agir vite. Les touristes se sont barricadés dans leur chambre du premier étage et des tirs se font entendre. Le service vidéo de la section 13 suit les opérations. Nous avons pu obtenir ces images inédites. À 20h45, le capitaine Brunel et les hommes du GIGN investissent la partie sud du bâtiment, côté plage. Il fallait atteindre le poste de sécurité du club. C'était là-bas que l'on avait repéré 2 tireurs embusqués. Équipés de masques de protection, le capitaine Brunel et ses hommes essaient d'atteindre le poste situé dans les sous-sols de l'hôtel. Il fait noir, on ne connaît pas le terrain, et on s'aperçoit que partout des personnes sont descendues se réfugier dans les sous-sols. La plupart sont blessés et atteints par ce mal qui crée une dégénérescence du système nerveux. Si c'est bien le virus de la rage qui a contaminé ce centre de vacances, on comprend vite qu'il a dû se propager à une vitesse qui dépasse l'imagination. L'opération se déroule très vite. Les membres du GIGN parviennent à maîtriser les quelques individus qui ont tenté de s'en prendre à eux. Le premier tireur a été très vite mis hors d'état de nuire. Il marchait en titubant avec son arme au poing, en tirant dans tous les sens. Ce qui était terrible quand j'y repense, c'est qu'on avait reçu l'ordre de ne tirer qu'en cas de dernier recours. Et en même temps, et on ne le savait pas, ils étaient déjà condamnés. Les hommes ramenaient les blessés les uns derrière les autres. Et tous quasiment avaient déjà déclaré les premiers symptômes. Les brancardiers font ce qu'ils peuvent pour les évacuer. Mais honnêtement, cette nuit-là, on est arrivé trop tard et on a eu de nouveau des morts. Les premières personnes que nous avons reçues sous les tentes des premiers secours étaient toutes condamnées. La progression de la maladie dont elles étaient atteintes était vraiment fulgurante. Je peux vous dire que c'était vraiment insoutenable d'assister à ça impuissant. Toutes ces personnes semblaient ravagées par une folie meurtrière et c'était dramatique de les entendre hurler de douleur. Quand j'ai pris conscience de la dangerosité de ces individus, j'ai demandé à mes hommes de se déployer dans tout le bâtiment. Il fallait mettre hors d'état de nuire absolument tout le monde. Cette nuit-là, les membres de la section 13 vont découvrir que le centre de vacances est le théâtre d'une contagion de grande envergure. Les tireurs épuisés sont mis hors d'état de nuire en l'espace de quelques minutes. Il s'agissait des membres du service de sécurité de l'hôtel. D'après les médecins qui les ont vus, aussitôt interceptés, ils étaient atteints par le virus et avaient littéralement pété un plomb. Atteints de démence, ils sont allés chercher leurs armes et ils se sont mis à semer la terreur dans le club de vacances. Ces types-là avaient totalement perdu la raison et leur système nerveux avait été sévèrement atteint. Sur les images des caméras de la cellule vidéo de la section 13, on les voit déambuler, sans savoir où aller. On a l'impression qu'ils sont profondément choqués et atteints de ce mal qui rend leur démarche absolument chaotique. La majorité des personnes qui passaient leurs vacances en Corse ont été sauvées. Mais les membres de la section 13 auront à dénombrer 10 victimes, toutes décédées, suite à des symptômes trop avancés.
Quel type de virus a-t-il pu ainsi provoquer la mort de 14 personnes cet été 2003? À Paris, la cellule scientifique dirigée par le lieutenant Etchebarri, en collaboration avec les laboratoires concernés, a réussi à identifier cette mutation du virus de la rage. Et les résultats de leurs recherches vont relancer la piste tant redoutée, l'acte terroriste. Ce virus hybride que l'on a appelé H1Z1 est en réalité un mélange de grippe et de rage capable de faire de nombreuses victimes. Elles auraient la capacité de contaminer les autres par simple contact. Et en plus, c'est un virus qui a des possibilités d'évoluer. L'exposition à divers produits chimiques, la chaleur, le froid, la sécheresse, l'humidité et aussi l'intensité des rayons ultraviolets peuvent provoquer des mutations. Le lieutenant Etchebarri explique alors à ses collègues que ce virus H1Z1 incube à l'intérieur du corps seulement quelques heures avant de déclencher des symptômes particulièrement violents. Après avoir été inoculé, le virus va commencer à se multiplier à son point d'entrée dans le tissu musculaire. Puis il pénètre ensuite les terminaisons nerveuses des neurones, rendant l'individu porteur extrêmement dangereux. Anxiété, confusion mentale, folie, suivie de vives hallucinations, consument la victime jusqu'à ce qu'une mort misérable et certaine s'ensuive. Mais dans ce cas de figure, l'association avec le virus supposé de la grippe le rend beaucoup plus efficace et contagieux au plus haut niveau. La mutation et l'association des différents virus multiplient sa force de contamination et de développement. Tous les critères jusqu'alors établis se retrouvent complètement remis en question. Nous sommes face à une contagion tout à fait effroyable. J'ai terminé ma démonstration en expliquant aux autres membres de l'équipe que si nos analyses étaient bonnes, on était face à un virus inconnu. Synthèse d'un virus de la grippe encore à déterminer et d'un virus de la rage. Et ce type de virus ne peut être fabriqué que par l'homme en laboratoire. Donc si on ne se trompait pas, on pouvait alors parler d'attaque bactériologique. Les conclusions du laboratoire du lieutenant Etchebarri sont effrayantes. Des hommes sont à l'origine de l'existence de ce virus. Et tout porte à croire qu'il a été créé en laboratoire. La piste terroriste, qui n'avait pas été totalement écartée, est alors de nouveau relancée. Évidemment, les enquêteurs de la section 13 se demandent alors qui pourrait lancer et financer un projet de bio-ingénierie tel que celui-là. Un laboratoire militaire de guerre biologique, toutes les pistes sont envisageables et l'affaire devient très vite une affaire d'État qui, jusqu'alors, a été classée secret défense. Au bout de 4 jours, l'état d'alerte général est levé. Aucun cas de contamination n'est recensé dans le monde. Et le virus H1Z1, qui a fait rage en Corse, semble ne pas avoir contaminé d'autres personnes, en dehors des passagers de l'avion, des gendarmes, ainsi que les nombreux touristes présents dans le club de vacances. Comment les passagers du vol TH445 et les résidents de ce club de vacances ont-ils pu être contaminés par ce virus hybride? Quelle en est son origine? Les enquêteurs de la section 13 vont devoir exploiter toute nouvelle piste susceptible d'apporter des éléments de réponse dans cette affaire hors du commun. Les membres de la section 13 ont alors passé plusieurs jours d'enquête à décortiquer tous les événements des jours et des semaines qui ont précédé la contamination. Le centre de vacances va alors devenir le théâtre de minutieuses investigations pour tenter de déterminer l'origine du virus. De nombreuses hypothèses sont envisageables et les chances de trouver la source de ce qui aurait pu s'avérer être une dangereuse épidémie sont faibles. Mais 5 jours après les faits, un élément va permettre aux enquêteurs de la section 13 de se mettre sur une nouvelle piste. Devant l'ampleur du problème, on ne se faisait guère d'illusions quant aux probabilités de découvrir l'origine de cet attentat bactériologique. Et là, je dois bien le dire, on a eu un véritable coup de pouce du destin. 5 jours après le drame, les enquêteurs restés sur place à l'intérieur de l'hôtel vont se rendre compte qu'ils sont épiés. C'est le commandant Lournec, responsable de la cellule psychologique d'aide aux victimes, qui va remarquer quelque chose de singulièrement étrange. Mon regard a été attiré par une des caméras de surveillance de l'hôtel. Elle était en mouvement et ça m'a tout de suite interpellé. Le club de vacances est équipé d'un réseau de caméras de surveillance, toutes reliées au poste de sécurité. Intrigué, le commandant Lournec se demande qui pouvait piloter ainsi les caméras sur le site de l'hôtel. Sur le coup, j'ai pensé en fait au capitaine Brunel et je me suis dit qu'il avait dû donner l'ordre de mettre le bâtiment en surveillance continue. Lorsque le commandant Lournec nous a fait part de ses constatations, je lui ai dit que nous n'étions pas au poste de surveillance. Une ou plusieurs personnes ont donc le contrôle de tout l'équipement de vidéosurveillance et sont en train d'épier tout ce qui se passe à l'intérieur de l'hôtel et aux alentours.
on a étudié tous les plans des dispositifs de sécurité de l'établissement et mis au clair ce système de pilotage de caméra. Les membres de la section 13 entrevoient une nouvelle piste dans cette enquête extrêmement délicate. Pourquoi ce centre de vacances est-il sous surveillance externe? Et par qui? Une cellule d'investigation se constitue en toute discrétion. Il faut trouver où se cachent les observateurs. L'installation est étudiée et on constate que la portée Wi-Fi des caméras ne dépasse pas les 2 km² autour de l'hôtel. Pour les enquêteurs de la section 13, il est évident que cette surveillance de l'établissement et de ses environs est impossible de l'extérieur. Si quelqu'un parvient à manipuler ces caméras, il se trouve très probablement à l'intérieur de l'hôtel. Les plans du domaine sont alors soigneusement étudiés et un emplacement spécifique intrigue les enquêteurs. Il y a sous la piscine de l'hôtel une pièce dissimulée que l'on peut très difficilement atteindre. Il s'agit de l'ancienne chaufferie qui a été en partie murée lors de la rénovation de l'hôtel il y a 5 ans. C'était une pièce qui ne servait plus. L'hôtel avait été rénové et les propriétaires avaient en partie condamné ce local. Un microcanon a été mis en place pour vérifier si les sons ne viennent pas de cette chaufferie. Et grâce au micro, on a capté une conversation. 2 hommes qui parlent en français, à voix basse. Et là, on comprend qu'il y a des personnes dans cette pièce mystérieuse et qu'on a visé juste, si j'ose dire. L'ordre est donné au capitaine Brunel et ses hommes d'arrêter les 2 suspects cachés sous la piscine. Et on va comprendre rapidement comment toute cette affaire a commencé. Le capitaine Brunel et ses hommes se glissent dans le conduit qui mène à la pièce. Et en l'espace de quelques minutes, les 2 hommes sont arrêtés et identifiés. Il s'agit de 2 Français, Hervé Matosani et Laurent Bastien. Employés saisonniers du club, ils ne faisaient jamais parler d'eux. Et leur travail était de bonne qualité. Pourtant, ce sont eux qui pilotaient les caméras de surveillance et enregistraient des rapports vidéo et écrits depuis bientôt 2 semaines sur le site. L'arrestation de ces 2 suspects va faire considérablement progresser l'enquête. La section 13 va mettre à jour le scénario de leur plan machiavélique. Les 2 hommes, installés depuis 3 semaines dans ce local de l'ancienne chaufferie de l'hôtel, ont mis en place une opération terroriste. Ils filmaient tout. Ils enregistraient les retours des caméras de surveillance et observaient ainsi la façon dont l'épidémie se propageait. Tout était consigné. Nous avons retrouvé sur place des cahiers où ils notaient tout ce qui se passait. Sur les nombreux enregistrements des caméras de télésurveillance pilotées par les 2 suspects, la première vidéo est particulièrement explicite. On y voit Hervé Matosani, habillé en garçon d'hôtel, s'approcher de Marius Ledinski et de 3 autres touristes, avec un plateau de cocktail. Ils boivent tous le cocktail offert par le terroriste et un rapport informatique très explicite écrit par Matosani est stocké dans un ordinateur. Les 2 hommes ont contaminé les touristes et se sont lancés dans une séance d'observation expérimentale. C'était de toute évidence une opération de grande envergure qui, si elle avait réussi, pouvait engendrer une pandémie mondiale et provoquer la mort de plusieurs milliers d'individus. Comme 2 savants fous, ils avaient choisi ce camp de vacances comme point de départ d'une gigantesque opération de guerre bactériologique. Le centre de vacances abritait 27 nationalités différentes, les États-Unis et l'Europe étaient totalement couverts, et si les touristes étaient rentrés chez eux, le monde entier aurait pu faire face à une véritable pandémie. Ces 2 ingénieurs chimistes travaillaient en France dans un grand laboratoire pharmaceutique. Ils ont pris un congé d'1 an pour aller faire le tour du monde. C'est la raison invoquée auprès de leur employeur. En réalité, ils étaient partis dans une contrée dont nous tairons le nom, au sein d'un laboratoire clandestin, pour mettre au point un virus permettant d'anéantir les populations. Tous leurs contacts et familles sont mis sur écoute. Leurs domiciles sont fouillés, afin de retrouver où et comment ils fabriquent le virus. Les bâtiments et les alentours du club sont fouillés, et toutes les équipes de gendarmerie participent à ces recherches. Dans la chambre qu'ils occupaient dans le club, ils avaient caché une réserve de produits viraux qu'ils utilisaient à titre expérimental. D'importantes sommes d'argent ont été versées sur des comptes bancaires cachés appartenant aux 2 suspects. Cette affaire révèle le danger que représente une guerre bactériologique. Silencieuse et absolument invisible, elle peut agir partout sans que personne ne s'en aperçoive. Aucun État n'est à l'abri de ce genre d'attaque. Les commanditaires de cette action terroriste n'ont pu à ce jour être identifiés. L'origine du virus vient d'un laboratoire caché quelque part sur la planète qui n'a jamais pu être découvert. Cette affaire restera toujours gravée dans nos mémoires. Le bilan est très lourd et les victimes très nombreuses. Et dans cette enquête, nous avons frôlé une catastrophe sans nom.
L'affaire n'a jamais été classée et les gouvernements sont plus que jamais sur leur garde. Les recherches se poursuivent dans le monde entier et grâce aux efforts conjugués des services secrets des différentes nations, un bon nombre de laboratoires clandestins a déjà été détruit. Mais c'est une surveillance de tous les instants et le risque est toujours présent. Au début de l'année 2014, un homme s'est présenté dans un hôpital de Nice. Il était atteint du virus de la rage.